Avez-vous déjà vécu une coïncidence si étrange, si parfaitement orchestrée, qu'elle vous a fait frissonner? Un moment où vous pensiez à quelqu'un et cette personne vous appelait instantanément? Une situation où vous avez raté un vol qui s'est ensuite écrasé? Une rencontre apparemment accidentelle qui a changé le cours entier de votre vie? La plupart des gens appellent ces moments des coïncidences, des hasards, de la chance ou de la malchance. Mais Carl Jung, l'un des plus grands esprits du XXe siècle, avait une vision radicalement différente. Pour Jung, rien n'arrive par hasard. Absolument rien. Il croyait que l'univers est tissé de sens, que chaque événement, chaque rencontre, chaque coïncidence fait partie d'un schéma plus vaste et plus profond. Il croyait que nous ne traversons pas la vie au hasard, mais que nous sommes guidés par quelque chose qu'il appelait le destin, non pas un destin rigide et prédéterminé, mais un destin vivant et dynamique qui se co-crée entre notre psyché et l'univers lui-même. Aujourd'hui, nous explorons cette vision fascinante et profondément transformatrice. Nous découvrirons ce que Jung révèle sur le sens caché derrière les événements de notre vie, et comment comprendre ces schémas peut nous libérer et nous guider vers notre véritable destinée. Partie 1. La synchronicité, quand l'univers parle pour comprendre la vision jungienne du destin. Nous devons commencer par l'un de ces concepts les plus révolutionnaires et controversés, la synchronicité. Jung a introduit ce concept après des décennies d'observations cliniques et d'expériences personnelles qu'il ne pouvait expliquer par la causalité conventionnelle. Il définissait la synchronicité comme une coïncidence significative entre un événement psychique intérieur et un événement extérieur dans le monde physique, sans qu'il y ait de lien de cause à effet entre les deux. Laissez-moi vous donner un exemple célèbre tiré de la pratique de Jung lui-même. Il travaillait avec une patiente particulièrement rationnelle et rigide dans sa pensée, quelqu'un dont l'approche hyper-intellectuelle entravait son processus thérapeutique. Un jour, elle lui racontait un rêve dans lequel on lui offrait un scarabée doré, un symbole ancien de renaissance et de transformation. Au moment précis où elle décrivait ce scarabée, Jung entendit un tapotement à la fenêtre de son bureau. Il ouvrit la fenêtre et un insecte vola dans la pièce. C'était un scarabée doré, extrêmement rare dans cette région de Suisse. La ressemblance avec le scarabée du rêve était frappante. Jung attrapa l'insecte et le présenta à sa patiente en disant « Voici votre scarabée ». Ce moment brisa quelque chose dans la rigidité psychologique de la patiente. La synchronicité parfaite entre son monde intérieur, le rêve, et le monde extérieur, le scarabée réel, créa une ouverture qui permit à la thérapie de progresser de manière significative. Pour Jung, de tels événements n'étaient pas de simples coïncidences statistiques. Ils révélaient quelque chose de fondamental sur la nature de la réalité elle-même. Ils suggéraient que la psyché et la matière ne sont pas deux royaumes complètement séparés, mais sont interconnectés d'une manière que la science matérialiste n'avait pas encore comprise. Jung a développé la théorie de la synchronicité en collaboration avec Wolfgang Pauli, l'un des physiciens quantiques les plus brillants de son époque. Ensemble, ils ont exploré l'idée que sous la surface de notre réalité apparemment causale et mécanique, il existe un niveau plus profond d'ordre et de connexion, ce que Jung appelait l'inconscient collectif, un domaine où tous les esprits sont reliés et où la matière et la psyché s'interpénètrent.
La synchronicité, selon Jung, n'est pas rare ou exceptionnelle. Elle se produit constamment, mais la plupart des gens ne la remarquent pas, parce qu'ils sont trop pris dans le bavardage mental, trop identifiés avec leur ego rationnel pour percevoir ces messages subtils. Quand vous commencez à prêter attention, vous remarquez ces moments partout. Vous pensez à un vieil ami que vous n'avez pas vu depuis des années, et vous le croisez dans la rue le lendemain. Vous avez besoin d'une réponse à une question profonde, et un livre tombe littéralement d'une étagère devant vous, ouvert exactement à la page qui contient ce dont vous avez besoin. Vous êtes à un carrefour dans votre vie, incertain de la direction à prendre, et une série de signes apparemment non liés pointent tous vers le même chemin. Jung croyait que ces synchronicités sont la façon dont l'inconscient, à la fois personnel et collectif, communique avec notre conscience. Ce sont des messages, des guidances, des confirmations que nous sommes sur le bon chemin, ou des avertissements que nous nous égarons. Plus encore, Jung voyait la synchronicité comme preuve que nous ne sommes pas des îles isolées dans un univers indifférent. Nous sommes profondément connectés à un ordre plus vaste, une intelligence plus grande, qui travaille à travers nous et avec nous pour créer ce que nous appelons notre destin. Mais voici ce qui est crucial à comprendre. La synchronicité n'est pas de la magie ou de la superstition. Ce n'est pas la loi de l'attraction ou la pensée positive superficielle. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et plus mystérieux. C'est la reconnaissance que la réalité elle-même est participative, que notre conscience n'observe pas simplement un monde extérieur objectif, mais participe activement à sa création et à son déroulement. Partie 2. L'inconscient, collectif et les archétypes. Pour vraiment comprendre ce que Jung révèle sur le destin, nous devons plonger dans son concept peut-être le plus influent, l'inconscient collectif. Jung faisait une distinction entre l'inconscient personnel, le réservoir de nos expériences individuelles refoulées ou oubliées, et l'inconscient collectif, une couche plus profonde de la psyché, qui n'est pas personnelle, mais universelle, partagée par tous les êtres humains à travers les cultures et les époques. L'inconscient collectif, selon Jung, contient ce qu'il appelait des archétypes, des schémas primordiaux, des structures psychiques fondamentales qui façonnent l'expérience humaine. Ces archétypes ne sont pas des idées ou des images apprises, ce sont des potentialités innées qui se manifestent spontanément dans les rêves, les mythes, les symboles religieux et dans les schémas de nos vies. Les archétypes principaux incluent la mère, le père, l'enfant, le héros, le sage, l'ombre, l'anima et l'animus. Chacun représente un aspect fondamental de l'expérience humaine et porte une énergie psychique puissante. Voici où cela devient fascinant pour notre compréhension du destin. Jung croyait que nos vies se déroulent selon des schémas archétypaux. Nous ne vivons pas des expériences purement aléatoires ou uniquement personnelles. Nous vivons des variations individuelles de thèmes universels et éternels. Pensez au voyage du héros, un schéma narratif qui apparaît dans pratiquement toutes les cultures et toutes les époques. Le héros quitte le familier, affronte des épreuves, rencontre des mentors et des ennemis, descend dans les profondeurs, littéralement ou métaphoriquement, obtient un trésor ou une sagesse et revient transformé pour servir sa communauté. Ce n'est pas juste une structure de récit,
C'est un schéma archétypal qui se manifeste dans les vies réelles de personnes réelles. Combien d'entre nous ont vécu une version de ce voyage? Nous avons quitté la sécurité du connu, fait face à nos peurs, rencontré des guides inattendus, traversé notre nuit noire de l'âme, émergé transformé. Jung soutenait que lorsque nous vivons ces schémas archétypaux, nous ne créons pas quelque chose de nouveau de toute pièce. Nous actualisons des potentialités qui existent déjà dans l'inconscient collectif. Nous donnons une forme individuelle à des énergies universelles. Et voici l'implication profonde pour le destin. Si nos vies se déroulent selon des schémas archétypaux, alors il existe une structure sous-jacente, un ordre dans ce qui pourrait autrement sembler chaos. Nos expériences ne sont pas arbitraires. Elles font partie d'un récit plus vaste, d'un développement avec une direction et un but. Mais, et c'est crucial, ce n'est pas un destin rigide et prédéterminé. Les archétypes fournissent la structure, le schéma général, mais comment exactement ils se manifestent dans votre vie particulière dépend de vos choix, de votre conscience, de votre volonté de travailler avec ces énergies plutôt que contre elles. Jung parlait de la psyché comme ayant une direction téléologique, c'est-à-dire qu'elle se dirige vers un but. Ce but est ce qu'il appelait l'individuation. Le processus de devenir pleinement soi-même, de réaliser votre potentiel unique, d'intégrer les aspects conscients et inconscients de votre psyché. Selon cette vision, votre destin n'est pas quelque chose qui vous arrive passivement. C'est quelque chose que vous co-créez avec l'inconscient. Les événements de votre vie, particulièrement les grands tournants, les crises, les rencontres transformatrices, sont souvent des invitations de l'inconscient à évoluer, à intégrer de nouvelles parties de vous-même, à avancer sur le chemin de l'individuation. Les archétypes agissent comme des attracteurs dans votre champ psychique. Ils créent des situations, attirent des personnes, orchestrent des événements qui servent votre développement. Pas toujours de manière confortable. En fait, souvent de manière très inconfortable, mais toujours de manière significative. Par exemple, si vous avez besoin de développer votre force intérieure, vous pourriez attirer des situations qui exigent que vous vous affirmiez. Si vous avez besoin d'intégrer votre ombre, vous pourriez rencontrer des personnes qui reflètent vos aspects refoulés. Si vous avez besoin d'apprendre la vulnérabilité, vous pourriez vivre une perte qui brise vos défenses. Ces événements ne sont pas des punitions. Ce ne sont pas de simples accidents. Selon Jung, ce sont des expressions de l'intelligence auto-organisatrice de la psyché travaillant à vous rendre entier. Partie 3. Le concept d'individuation, votre destin unique. L'individuation est au cœur de la compréhension jungienne du destin. C'est le processus de devenir ce que vous êtes destiné à être, non pas selon un plan externe ou les attentes de la société, mais selon le plan interne de votre propre psyché. Jung croyait que chacun de nous naît avec un potentiel unique, une essence que nous sommes appelés à réaliser. Ce n'est pas un destin imposé de l'extérieur, mais une destinée qui émerge de l'intérieur. C'est comme une graine qui contient en elle le schéma de l'arbre qu'elle deviendra. Mais cet arbre ne se manifestera que si les bonnes conditions sont présentes. Le processus d'individuation n'est pas linéaire ou confortable. Il implique inévitablement de faire face à son ombre, ces aspects de soi-même qu'on a refoulés ou niés. Il nécessite de lâcher les identifications avec les personas,
ces masques sociaux que nous portons. Il exige de confronter les complexes, ces zones de charge émotionnelle où nous sommes pris dans des schémas répétitifs. Jung observait que les gens qui résistent au processus d'individuation vivent souvent ce qu'il appelait une vie non vécue. Ils peuvent réussir selon les standards externes, carrière, famille, statut, mais ressentir un vide profond, un sentiment que quelque chose manque, que leur vraie vie n'a jamais vraiment commencé. Ce sentiment de vie non vécue crée ce que Jung appelait la névrose. La névrose, dans sa conception, n'est pas simplement un dysfonctionnement psychologique. C'est souvent la souffrance de l'âme, qui n'est pas autorisée à vivre sa vérité, le cri de la psyché qui demande à être entendu. Les symptômes, anxiété, dépression, addiction, relations dysfonctionnelles, sont souvent des messages de l'inconscient, des signaux que nous nous sommes éloignés de notre chemin d'individuation. Ils sont inconfortables, oui, mais ils sont aussi téléologiques. Ils pointent vers ce qui doit être intégré, guéri, transformé. Dans cette optique, même nos souffrances, nos échecs, nos crises ont un sens. Elles ne sont pas des obstacles à notre destin. Elles font partie de notre destin. Elles sont les moyens par lesquels la psyché nous force à grandir, à changer, à devenir plus que ce que nous étions. Jung racontait comment, à 40 ans, il a traversé ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une dépression nerveuse ou une crise existentielle majeure. Pendant plusieurs années, il a été tourmenté par des rêves intenses, des visions, des états émotionnels extrêmes. Professionnellement et socialement, cela aurait pu être considéré comme un désastre. Mais Jung a choisi de plonger dans cette crise plutôt que de la fuir. Il a tenu des journaux détaillés de ses rêves et visions, qui sont devenus le célèbre livre rouge. Il a dialogué avec les figures qui apparaissaient dans son inconscient. Il a laissé le processus se dérouler, aussi effrayant et désorientant qu'il fut. De cette descente dans les profondeurs est né l'essentiel de son œuvre, la plus originale. Ses théories sur les archétypes, l'inconscient collectif, la synchronicité, l'individuation. Ce qui semblait être une catastrophe personnelle était en fait son initiation la plus profonde, son passage vers sa vraie vocation. C'est un exemple puissant de ce que Jung voulait dire quand il parlait du destin. Votre destin n'est pas toujours ce que votre ego veut ou planifie. Parfois, c'est précisément ce que votre ego craint le plus. Mais c'est ce que votre soi, ce centre plus vaste et plus sage de votre psyché, cet être nécessaire pour votre croissance. L'individuation exige ce que Jung appelait le sacrifice de l'ego. Pas la destruction de l'ego. Nous avons besoin d'un ego fonctionnel pour naviguer dans le monde. Mais la reconnaissance que l'ego n'est pas le maître de la maison psychique. Il y a une intelligence plus profonde, le soi, qui doit être honoré et suivi. Suivre cette guidance intérieure exige un courage immense, parce que cela signifie souvent aller à contre-courant des attentes sociales, lâcher la sécurité du connu, embrasser l'incertitude. Cela signifie faire confiance à des intuitions que vous ne pouvez pas toujours rationaliser, suivre des voies qui semblent illogiques à votre esprit rationnel. Mais Jung insistait. C'est le seul chemin vers une vie authentiquement vécue, vers un sentiment de sens et de but profond. Quand vous êtes aligné avec votre processus d'individuation, quand vous vivez votre destin unique plutôt qu'un scénario emprunté, la vie prend une qualité différente. Les synchronicités augmentent, les portes s'ouvrent,
les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Non pas parce que l'univers vous récompense, mais parce que vous êtes en harmonie avec le flux naturel de votre propre psyché. Partie 4. Les rêves comme messagers du destin. Pour Jung, les rêves n'étaient pas de simples déchets psychiques ou des accomplissements de souhaits refoulés, comme Freud le croyait. Les rêves étaient des communications directes de l'inconscient, des messages du soi au moi conscient, des cartes qui révèlent où nous sommes sur notre chemin et où nous devons aller. Jung passait des heures chaque jour à travailler avec ses propres rêves et ceux de ses patients. Il croyait que les rêves compensent les attitudes unilatérales de la conscience. Si nous sommes trop identifiés avec une partie de nous-mêmes dans notre vie éveillée, les rêves présenteront la perspective opposée ou négligée. Par exemple, si vous êtes excessivement rationnel et contrôlé dans votre vie consciente, vos rêves pourraient être remplis de chaos, d'émotions intenses, de situations où vous perdez le contrôle. Ce n'est pas pour vous tourmenter, mais pour restaurer l'équilibre, pour vous rappeler les aspects de l'expérience que vous négligez. Plus fascinant encore, Jung observait que les rêves ont souvent une qualité prospective. Ils ne reflètent pas seulement le passé ou le présent, mais pointent vers l'avenir, vers des potentialités qui cherchent à se réaliser. Ce ne sont pas des prédictions au sens littéral, mais plutôt des indications de direction que la psyché veut prendre. Certains rêves, que Jung appelait des grands rêves, ont une qualité numinale. Ils nous touchent profondément, nous marquent, restent avec nous pendant des années. Ces rêves viennent souvent de l'inconscient collectif plutôt que personnel. Ils contiennent des symboles archétypaux puissants et peuvent représenter des tournants majeurs dans notre processus d'individuation. Jung racontait comment, des années avant de rompre avec Freud et de développer ses propres théories, il a fait un rêve dans lequel il descendait dans les profondeurs d'une maison, découvrant couche après couche d'histoires humaines, finalement arrivant à une cave primitive contenant des ossements et des vestiges préhistoriques. Ce rêve préfigurait sa découverte de l'inconscient collectif, cette strate de la psyché qui s'étend au-delà de l'individuel vers l'universel. Les rêves révèlent également les complexes, ces nœuds d'énergie psychique chargés, où nous sommes pris dans des schémas répétitifs. Si vous rêvez constamment d'être en retard, ou de ne pas être préparé pour un examen, ou d'être poursuivi, ces thèmes répétitifs signalent des zones où vous êtes coincé, où un complexe domine votre psyché. Travaillez consciemment avec ces rêves, les explorer, dialoguer avec leurs symboles, comprendre leurs messages, peut libérer l'énergie psychique piégée et permettre à votre processus d'individuation de progresser. Jung recommandait de tenir un journal de rêves, non pas pour les analyser intellectuellement de manière obsessionnelle, mais pour développer une relation continue avec l'inconscient. Avec le temps, des schémas émergent. Vous commencez à reconnaître votre symbolisme personnel, les façons particulières dont votre inconscient communique avec vous. Et voici quelque chose de remarquable. Quand vous commencez à prêter attention à vos rêves, à les honorer, l'inconscient répond. Les rêves deviennent plus clairs, plus riches, plus instructifs. C'est comme si l'inconscient reconnaît que vous écoutez enfin et intensifie sa communication. Les rêves peuvent également offrir des guidances pratiques. Jung et ses patients ont souvent expérimenté des rêves qui les avertissaient de dangers,
suggérait des solutions à des problèmes ou pointait vers des opportunités. Pas de manière littérale et évidente, mais à travers le langage symbolique qui est la langue maternelle de l'inconscient. Apprendre cette langue, comprendre que les rêves parlent en symboles, métaphores, amplification plutôt qu'en déclaration littérale, est essentiel pour déchiffrer les messages sur votre destin que vos rêves contiennent. Partie 5. Les crises comme porte d'initiation. Dans la vision jungienne, les crises de la vie, ces moments où tout semble s'effondrer, où nos plans échouent, où nous perdons ce que nous pensions essentiel, ne sont pas des accidents ou des punitions. Ce sont des initiations, des passages nécessaires sur le chemin de l'individuation. Jung lui-même a traversé plusieurs crises majeures qui ont façonné profondément sa vie et son œuvre. Sa rupture avec Freud, qui était comme un père spirituel pour lui, a déclenché une période d'isolement professionnel et de tourmente psychologique. Mais c'est précisément cette crise qui l'a forcé à plonger dans son propre inconscient et à développer ses théories les plus originales. Il observait que la vie humaine a des phases naturelles et que chaque transition d'une phase à l'autre implique généralement une crise. L'adolescence, avec sa confusion identitaire et ses turbulences émotionnelles, est une crise d'initiation. Le milieu de la vie, où beaucoup de gens remettent en question le sens de leur existence, est une autre crise cruciale. Jung accordait une attention particulière à ce qu'il appelait la crise du milieu de la vie. Il notait que beaucoup de personnes qui semblaient bien adaptées et réussies dans la première moitié de leur vie tombaient dans la dépression, l'anxiété ou divers symptômes névrotiques dans la quarantaine ou la cinquantaine. Pourquoi ? Parce que les buts et valeurs qui guidaient la première moitié de la vie, établir une carrière, fonder une famille, gagner en statut social, ne suffisent plus. La psyché demande maintenant quelque chose de différent. Plus de profondeur, plus de sens, une connexion avec ce qui est vraiment essentiel. Cette crise peut se manifester de nombreuses façons. Certaines personnes ont des affaires, détruisant des mariages stables. D'autres quittent soudainement des carrières établies pour poursuivre quelque chose de complètement différent. D'autres encore tombent malades, comme si le corps lui-même protestait contre la vie non vécue. Du point de vue jungien, ces crises ne doivent pas être réprimées ou médicalisées trop rapidement. Elles contiennent un message essentiel. Elles signalent que la psyché demande une réorientation, une descente dans les profondeurs, une rencontre avec les aspects négligés du soi. Naviguer à travers ces crises exige ce que Jung appelait le courage de l'inconscient, la volonté de lâcher les anciennes certitudes, d'entrer dans l'obscurité de la confusion et de l'incertitude, de faire confiance au processus même quand on ne peut pas voir où il mène. Ceux qui résistent à la crise, qui tentent de maintenir le statu quo à tout prix, risquent une stagnation psychologique ou des explosions encore plus dramatiques plus tard. Mais ceux qui consentent à la descente, qui permettent à l'ancien soi de mourir pour qu'un nouveau puisse naître, émergent souvent transformés et réalignés avec leur véritable destin. Jung utilisait l'alchimie comme métaphore pour ce processus de transformation. Les alchimistes parlaient de la nigredo, la noirceur, la putréfaction, la mort nécessaire qui précède la renaissance. Puis vient l'albédo, la purification. Et finalement la rubédo, la rougeur, la couleur de la vie pleinement réalisée. Nos crises personnelles suivent souvent ce schéma alchimique.
nous descendons dans la noirceur, perte, confusion, désespoir. Si nous restons avec le processus, une purification se produit, nous lâchons les fausses identifications, les attachements inauthentiques, et finalement, nous émergeons avec une nouvelle vitalité, une nouvelle clarté sur qui nous sommes et ce que nous sommes appelés à être. Les crises révèlent également ce que Jung appelait le kairos, le temps opportun, le moment riche de signification, où un changement profond est possible. Il y a des moments dans la vie où la psyché est particulièrement ouverte, malléable, prête pour la transformation. Les crises créent souvent ces moments kairos. Reconnaître quand vous êtes dans un tel moment et travailler consciemment avec ces énergies, plutôt que de simplement essayer de revenir à la normale, peut catalyser des transformations qui autrement prendraient des décennies ou ne se produiraient jamais. Partie 6. Vivre en dialogue avec l'inconscient. Comprendre la vision jungienne du destin est une chose. La vivre en est une autre. Comment pratiquement engage-t-on avec ces idées dans la vie quotidienne? Jung préconisait ce qu'il appelait « vivre en dialogue avec l'inconscient ». Cela signifie développer une relation active et consciente avec les forces plus profondes de votre psyché, plutôt que de simplement réagir aux événements de la vie ou de suivre aveuglément les scripts sociaux. Ce dialogue prend plusieurs formes. L'une des plus importantes est l'attention aux rêves, comme nous l'avons déjà discuté. Mais il y a aussi l'imagination active, une technique que Jung a développée, où vous entrez dans un état méditatif et dialoguez consciemment avec les figures qui apparaissent dans votre imagination. Ce n'est pas de la simple fantaisie. C'est une rencontre délibérée avec l'inconscient, où vous permettez aux images, personnages et scénarios d'émerger spontanément, puis vous engagez avec eux comme des entités réelles. Vous posez des questions, vous écoutez les réponses, vous négociez, débattez, apprenez. Jung lui-même pratiquait cela intensivement, dialoguant avec des figures comme Philémon, un vieux sage ailé qui est devenu une sorte de guide intérieur pour lui. Ces dialogues n'étaient pas des hallucinations ou de la folie. C'était une méthode consciente d'accéder à la sagesse de l'inconscient collectif. Un autre aspect du dialogue avec l'inconscient est l'attention aux synchronicités. Quand vous commencez à reconnaître ces coïncidences significatives, vous développez une sensibilité à la guidance subtile que l'univers, ou votre soi profond, offre constamment. Cela ne signifie pas devenir superstitieux ou voir des signes dans chaque petite chose. C'est plutôt développer un sens raffiné de ce qui résonne avec une signification profonde versus ce qui est vraiment aléatoire. Les vraies synchronicités ont une qualité spéciale. Elles vous font frissonner, elles portent une charge émotionnelle. Elles semblent trop parfaitement orchestrées pour être accidentelles. Quand vous remarquez une synchronicité, Jung suggérait de la prendre au sérieux. Réfléchissez à ce qu'elle pourrait signifier. Quel message pourrait-elle contenir? Vers quelle direction pourrait-elle pointer? Pas de manière littérale et simpliste, mais en méditant sur les couches de sens possibles. Vivre en dialogue avec l'inconscient signifie également honorer vos symptômes et difficultés comme porteurs de sens. Quand vous êtes anxieux, déprimé, coincé dans un schéma répétitif, au lieu de simplement vouloir que le symptôme disparaisse, demandez-vous « Qu'est-ce que cela essaie de me dire ? Quelle partie de moi demande de l'attention ?»
Quel aspect de ma vie n'est pas aligné avec ma vérité profonde? Cette approche ne nie pas la valeur de l'aide professionnelle ou, quand nécessaire, des médicaments. Mais elle ajoute une dimension de sens à la souffrance, la transformant de quelque chose d'arbitraire et sans valeur en quelque chose qui peut catalyser la croissance et la transformation. Jung recommandait également des pratiques créatives comme moyen de dialoguer avec l'inconscient. L'écriture, la peinture, la sculpture, la danse, toute expression créative qui vient d'un lieu profond plutôt que de l'ego planificateur peut servir de pont entre conscient et inconscient. Il pratiquait lui-même cela, créant des peintures élaborées, sculptant des pierres, construisant des structures miniatures. Ce n'était pas de l'art-thérapie au sens moderne. C'était une conversation sérieuse avec les forces archétypales de son propre psyché. Finalement, vivre en dialogue avec l'inconscient exige ce que Jung appelait l'attitude religieuse, non pas religieuse au sens d'adhérer à un dogme particulier, mais au sens original du mot latin religare, qui signifie relier. Une attitude de révérence face au mystère, de respect pour les forces qui dépassent l'ego, d'ouverture à la guidance d'une intelligence plus vaste. Cette attitude est l'antidote au matérialisme plat et au rationalisme excessif qui caractérise tant de la vie moderne. Elle restaure le sens du sacré, de l'émerveillement, de la participation à quelque chose de plus grand que soi. Conclusion. Votre destin vous attend. Nous avons parcouru un territoire vaste et profond ensemble, de la synchronicité aux archétypes, de l'individuation aux rêves, des crises comme initiation au dialogue vivant avec l'inconscient. Maintenant, rassemblons ces fils pour comprendre ce que tout cela signifie pour votre vie, pour votre destin. La révélation centrale de Jung sur le destin est celle-ci. Vous n'êtes pas une victime passive des forces extérieures, mais vous n'êtes pas non plus le maître absolu de votre destin par la seule volonté consciente. La vérité est plus mystérieuse et plus belle que ces deux extrêmes. Vous êtes un co-créateur de votre destin. Vous le créez en dialogue avec quelque chose de plus grand que votre ego conscient. Appelons-le le soi, l'inconscient collectif, l'âme du monde, ou simplement le mystère. Cette force plus grande a une direction, une intelligence, une vision de ce que vous pourriez devenir. Mais elle ne peut se réaliser que par vos choix conscients, votre volonté de participer, votre courage de suivre la guidance, même quand elle vous mène dans l'inconnu. Votre destin n'est pas écrit dans les étoiles de manière fixe et immuable. Mais il n'est pas non plus complètement ouvert et indéterminé. Il est comme une partition musicale avec certaines notes déjà inscrites, les archétypes, les patterns fondamentaux de votre psyché, mais avec beaucoup d'espace pour l'improvisation, pour la créativité, pour votre expression unique. La question n'est donc pas « quel est mon destin ?» comme si c'était quelque chose que vous découvrez une fois pour toutes. La question est « comment puis-je vivre en alignement avec le mouvement profond de ma psyché ? Comment puis-je collaborer avec les forces qui cherchent à s'exprimer à travers moi ? » Cette collaboration exige plusieurs choses. D'abord, elle exige l'attention. Vous devez prêter attention aux signes, aux rêves, aux synchronicités, aux symptômes. L'inconscient parle constamment, mais si vous êtes trop pris dans le bruit mental ou trop identifié avec l'ego et ses plans, vous manquez les messages. Ensuite, elle exige l'humilité. L'humilité de reconnaître que vous ne savez pas tout, que vos plans conscients
peuvent ne pas être ce qui sert le mieux votre croissance profonde. L'humilité d'admettre quand vous vous êtes égaré, quand vous poursuivez des buts qui ne sont pas vraiment les vôtres. Elle exige le courage. Le courage de suivre la guidance intérieure, même quand elle contredit les attentes externes. Le courage de descendre dans les profondeurs pendant les périodes d'obscurité, au lieu de fuir vers des distractions. Le courage de devenir qui vous êtes vraiment destiné à être, même si cela signifie décevoir certaines personnes ou abandonner certaines sécurités. Elle exige la patience. Le processus d'individuation, le déroulement de votre destin, n'arrive pas selon votre calendrier. Il a son propre rythme organique. Parfois, vous devez attendre dans l'incertitude. Parfois, la transformation prend plus de temps que vous aimeriez. Faire confiance au processus, même quand vous ne pouvez pas voir où il mène, est essentiel. Elle exige l'intégration. Le destin jungien n'est pas de devenir parfait ou spirituellement élevé au-dessus du monde. C'est de devenir entier, d'intégrer la lumière et l'ombre, le spirituel et l'instinctif, le personnel et le transpersonnel. C'est d'embrasser votre humanité complète dans toute sa complexité et ses contradictions. Et finalement, elle exige l'action. Comprendre ces concepts intellectuellement ne suffit pas. Vous devez les vivre, les incarner, les actualiser par vos choix et actions. Le destin ne se réalise pas dans la pure contemplation. Il se réalise dans le monde, à travers les relations, le travail, la créativité, l'engagement avec la vie. Alors, comment commencez-vous? Si ces idées résonnent avec vous, si vous sentez l'appel à vivre plus consciemment en relation avec votre destin, que pouvez-vous faire concrètement? Commencez par prêter attention. Tenez un journal de vos rêves. Notez les synchronicités quand elles se produisent. Observez les schémas dans votre vie, les thèmes récurrents, les situations répétitives, les personnes qui continuent d'apparaître sous différentes formes. Créez de l'espace pour la réflexion. Dans notre monde hyper stimulé et constamment occupé, nous avons perdu l'art de la contemplation. Trouvez du temps pour simplement être, pour permettre aux pensées et images de l'inconscient de remonter à la surface. La méditation, les promenades dans la nature, l'écriture réflexive, toutes ces pratiques créent de l'espace pour que l'inconscient parle. Explorez vos résistances. Quand vous vous trouvez fortement résistant à quelque chose, une opportunité, une relation, un changement, demandez-vous pourquoi. Parfois, la résistance est sage, protégeant vos limites. Mais parfois, c'est la peur de l'ego face à la transformation que le soi demande. Cherchez ce qui a du sens, pas seulement ce qui est confortable. Le destin jungien n'est pas le chemin de moindre résistance, c'est le chemin de plus grand sens. Parfois, ce qui donne un sens profond à votre vie exige des sacrifices, de l'inconfort, des risques. Mais ce sens nourrit l'âme d'une façon que le confort superficiel ne peut jamais faire. Trouvez votre tribu. Le voyage de l'individuation peut être solitaire, mais il n'a pas à être isolé. Cherchez des personnes qui sont également engagées dans leur propre croissance profonde, qui comprennent le langage de l'âme, qui peuvent refléter et soutenir votre processus. Les communautés jungiennes, les groupes de travail sur les rêves, les cercles de création, ces espaces peuvent être précieux. Considérez de travailler avec un guide qualifié, un analyste jungien, un thérapeute orienté vers la profondeur, un guide spirituel qui comprend ses principes, quelqu'un qui peut vous aider à naviguer dans les eaux parfois troubles de l'inconscient,
peut accélérer et approfondir le processus. Et peut-être le plus important, faites confiance au processus. Même quand vous ne comprenez pas, même quand c'est difficile, même quand vous avez l'impression de tourner en rond ou de reculer. La psyché a sa propre sagesse, sa propre chronologie. Votre travail est de rester présent, conscient et engagé. Jung lui-même a dit « Votre vision deviendra claire seulement quand vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » C'est l'invitation que Jung nous offre. Nous éveiller au sens caché dans les événements de notre vie. Nous éveiller aux forces archétypales qui cherchent à s'exprimer à travers nous. Nous éveiller à notre destin unique, non pas comme quelque chose d'imposé de l'extérieur, mais comme quelque chose qui émerge des profondeurs de notre propre être. Dans cette vision, rien n'est gaspillé. Vos souffrances ont servi votre croissance. Vos échecs vous ont redirigé vers votre vrai chemin. Vos rencontres accidentelles n'étaient pas accidentelles du tout. Les crises qui ont semblé vous détruire vous ont en fait initié. Les rêves que vous avez rapidement oubliés portaient des messages de guidance. Les symptômes que vous avez essayé de supprimer étaient des appels à l'éveil. Tout, absolument tout, peut être vu comme faisant partie du grand récit de votre devenir, du déroulement de votre destin unique. Cette perspective ne nie pas la souffrance réelle, les tragédies véritables, les injustices du monde. Mais elle offre un cadre dans lequel même les expériences les plus difficiles peuvent être métabolisées en sagesse, en profondeur, en compassion. Elle transforme la victime en héros de son propre voyage, le patient en participant actif à sa propre guérison et croissance. Et voici peut-être la promesse la plus belle de la vision jungienne. Quand vous commencez à vivre en alignement avec votre destin authentique, quand vous engagez consciemment dans le processus d'individuation, la vie devient plus riche, plus profonde, plus pleine de sens. Non pas nécessairement plus facile, Jung n'a jamais promis cela. En fait, la vie consciente peut être plus exigeante que la vie vécue dans le sommeil de la conformité. Mais elle est infiniment plus satisfaisante. Elle porte une qualité de justesse, d'authenticité, de participation à quelque chose de sacré. Les synchronicités augmentent, comme si l'univers confirmait que vous êtes sur le bon chemin. Les relations deviennent plus profondes et plus authentiques. Le travail, même s'il est difficile, porte un sens qui nourrit plutôt qu'épuise. La créativité coule plus librement. Les rêves deviennent plus riches et plus instructifs. Vous sentez que vous vivez enfin votre vraie vie, pas une vie empruntée ou imposée. Vous sentez que vous êtes en dialogue avec quelque chose de plus grand que vous, guidé par une sagesse qui dépasse la compréhension de votre ego. C'est ce que Jung voulait dire quand il parlait de vivre en relation avec le soi. Le soi n'est pas une entité séparée ou un Dieu extérieur. C'est le centre et la totalité de votre psyché, l'organisateur de votre développement, l'architecte de votre destin. C'est vous dans votre plus grande ampleur et profondeur, au-delà de l'identification limitée avec l'ego. Vivre en relation avec le soi signifie honorer à la fois la transcendance et l'immanence. Reconnaître que vous faites partie de quelque chose de vaste et mystérieux, tout en étant pleinement incarné dans votre humanité particulière et unique. C'est le paradoxe au cœur de la vision jungienne du destin. Vous êtes à la fois infiniment petit, un point de conscience dans un cosmos vaste et ancien, et cosmiquement significatif,
un lieu unique où l'univers prend conscience de lui-même, où l'inconscient collectif trouve une expression individuelle. Votre vie individuelle compte. Vos choix importent. Votre processus d'individualisation n'est pas seulement pour vous. En devenant pleinement vous-même, vous servez quelque chose de plus grand. Vous contribuez à l'évolution de la conscience elle-même. Jung croyait que chaque individu qui fait le travail d'individuation, qui devient conscient, qui intègre son ombre et vit authentiquement, élève légèrement la conscience collective de l'humanité. Vous devenez ce qu'il appelait une personnalité mana, quelqu'un qui rayonne une présence, une authenticité qui inspire et élève les autres, simplement en étant qui vous êtes vraiment. C'est votre contribution ultime, non pas ce que vous accomplissez extérieurement, bien que cela puisse aussi être important, mais qui vous devenez. L'actualisation de votre destin unique est votre don au monde. Alors, en conclusion, rappelez-vous ceci, tout a un sens caché. Chaque événement, chaque rencontre, chaque synchronicité, chaque rêve, chaque crise porte un message, une invitation, une direction. Votre travail n'est pas de contrôler rigidement votre vie selon les plans de votre ego, mais de rester présent, attentif et réceptif à la guidance qui émerge des profondeurs. Votre destin vous attend. Pas quelque part dans le futur lointain, mais ici, maintenant, dans ce moment présent, dans la prochaine décision que vous faites, dans le rêve que vous aurez cette nuit, dans la synchronicité que vous remarquerez demain, dans votre volonté de descendre dans vos propres profondeurs et d'y rencontrer ce qui vous attend. Le mystère vous appelle. L'aventure de devenir qui vous êtes vraiment destiné à être commence maintenant. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, les joies et les douleurs, les succès et les échecs, les rencontres et les séparations, tout cela vous a préparé pour ce moment. Êtes-vous prêt à répondre à l'appel? Êtes-vous prêt à vivre consciemment en relation avec votre destin? Êtes-vous prêt à vous éveiller? L'univers attend votre réponse. Et cette réponse ne viendra pas en mots, mais en vie vécue, en choix fait, en courage manifesté. Votre destin n'est pas quelque chose que vous découvrez. C'est quelque chose que vous devenez jour après jour, choix après choix, en dialogue constant avec les forces mystérieuses et magnifiques qui vous animent. Comme Jung l'a si magnifiquement écrit, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Et maintenant, c'est à vous. Le sens caché attend d'être révélé. Votre destin attend d'être vécu. L'aventure de votre vie, votre vraie vie, commence maintenant. Allez en profondeur. Allez avec courage. Allez avec confiance dans la sagesse de votre propre psyché. Et que votre voyage soit riche de synchronicité, profond de sens, et pleinement, authentiquement vôtre.